Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine. Mesdames, Messieurs, position du Québec devant l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Une province, plus que toute autre, jouait son avenir dans l'aventure de la Confédération. Qu'à la conférence de Québec, elle s'applique à faire triompher le fédéralisme en sa plus ample formule, quoi de plus légitime et de plus élémentaire prudence. Les partisans de l'État unitaire sont puissants. John A. Macdonald, lors des débats de 1865, n'a point caché sa préférence pour cette forme d'association. À la conférence de 1864, M. Fisher du Nouveau-Brunswick et Welland de l'île du Prince-Édouard expriment la même opinion. Charles Tupper de la Nouvelle-Écosse penche de ce même côté. D'où vient surtout l'opposition? Entendons Macdonald. S'agit-il des petites provinces maritimes de même langue et de même loi que le Haut-Canada? Il dira qu'elles ne ressentent plutôt aucun désir de perdre leur individualité comme nation. Mais pour ajouter aussitôt, et la nuance n'est pas légère, l'union législative ne saurait rencontrer l'assentiment du peuple du Bas-Canada. Et les motifs du Bas-Canada? Macdonald n'en dissimule pas la gravité. Dans la position où il se trouve, comme minorité, parlant un langage différent et professant une foi différente de la majorité, ses institutions, ses lois, ses associations nationales, qu'il estime hautement, pourraient avoir à en souffrir. Tupper, tout en regrettant l'impossibilité d'une union législative, affirme encore plus carrément la chose est impossible à cause du Bas-Canada. Disons-le donc, c'est au Bas-Canada que le nouveau pays sera redevable au premier chef de son régime politique. Régime non seulement le plus léger à la liberté humaine, avons-nous déjà fait observer, mais le seul qui pût convenir à une entité politique et géographique d'aspects si divers. Le Bas-Canada a-t-il convenablement préservé sa propre liberté et sa propre vie? Les adversaires de Cartier ont alors facilement à la bouche le mot trahison. Pour un jeune avocat d'Arthabasca, Wilfrid Laurier, la Confédération serait la tombe de la race française et la ruine du Bas-Canada. Fallait-il tant désespérer de l'avenir? Les pères du Bas-Canada avaient-ils réservé, mis sous bonne garde l'essentiel? Réexaminons de plus près la position de l'entité province dans la Confédération canadienne. Les meilleurs juristes n'ont cessé de le redire. La province est proprement un État, un type supérieur de personne juridique et morale. Aux termes exprès de l'article 109 de la Constitution, la province au Canada est propriétaire de son territoire. Tout autant que l'État central, elle possède une autorité organique avec ses pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Tout comme les États américains, elle a plein pouvoir sur sa Constitution. Elle peut la modifier à son gré, à la seule condition de ne pas supprimer la fonction de lieutenant-gouverneur. À l'encontre d'opinions trop communes dans le grand public, soulignerons-nous que, dans les limites de l'article 92, la province canadienne est un État souverain, nullement subordonné à l'autorité centrale. Maintes fois en a décidé ainsi le Conseil privé d'Angleterre. Point droit d'ailleurs plus nettement précisé que par l'ancien ministre de la Justice, Ernest Lapointe. D'abord, disait-il, la loi de l'Amérique du Nord britannique n'est pas seulement la charte du Dominion du Canada, elle est tout autant celle des provinces du Canada. Nos pouvoirs nous viennent de la loi d'Amérique du Nord, de même en est-il pour les provinces. Dans les limites de leur sphère propre, les provinces jouissent des pouvoirs du gouvernement autonome tout autant que le Parlement du Dominion. Et M. Lapointe jetait dans le débat cette formule lapidaire qui est à la fois un rappel d'histoire et un fait juridique. Le pouvoir fédéral est l'enfant des provinces, il n'en est pas le père. Qui n'aperçoit déjà
les prérogatives enviables dont pouvait se targuer le Bas-Canada. Au-dessus de tout, la Confédération lui restituait le suprême privilège de l'individualité politique. Fini l'accouplement contre nature de 1840. Dès la conférence de Québec, la séparation ou le dédoublement a commencé d'entrer dans les faits. En cette réunion de provinces, Bas-Canada et Haut-Canada disposent déjà de chacun une voix. L'article 5 de la nouvelle Constitution de 67 consomme la séparation. Le Canada sera divisé en 4 provinces dénommées Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Bien exigeant, qui ne verrait là, pour le Canada français, un gain substantiel et même un peu de l'achèvement politique tant rêvé. À défaut de l'impossible indépendance, et c'était pour lui le recouvrement de son état civil de 1791, mais en pleine possession, cette fois, du self-government au niveau de l'État autonome. En somme, pour quel autre enjeu les parlementaires du Bas-Canada avaient-ils livré leur lutte depuis d'un demi-siècle et les victimes de 37-38 gravi l'échafaud? Dans le nouvel État canadien, la province de Québec ne pouvait-elle se prévaloir au reste d'une situation privilégiée? Elle n'y est pas entrée sans y mettre ses propres conditions, sans assurer, autant qu'un texte de loi le peut faire, son héritage culturel. En 67, Lord Carnarvon en avertissait de façon formelle la Chambre des Lords. Le Bas-Canada est jaloux et fier à bon droit de ses coutumes et de ses traditions ancestrales, et n'entrera dans l'Union qu'avec la claire entente qui les conservera. C'est dans ce contexte qu'il faut lire le paragraphe 13 de l'article 92 de la Constitution, paragraphe qui réserve à la compétence législative des provinces la propriété et les droits civils. Au jugement du Conseil privé d'Angleterre, ces mots se doivent entendre pour le Québec, dans le même sens qu'en l'article 8 de l'Acte de Québec, ce qui veut dire que le droit civil français, placé sous l'égide de 2 lois impériales, échappe à toute prise du Parlement d'Ottawa. A-t-on assez remarqué au surplus que les pères de la Confédération, non sans calcul assurément, ont abandonné à la compétence et à la garde des provinces, en termes exprès ou par déduction logique, l'ensemble des biens ou des réalités sociologiques qui constituent l'essence d'une nation et l'armature d'un État. Langue, droit civil, justice, enseignement, colonisation, mariage, institutions sociales, familiales ou municipales. Rien de tout cela, nous le voulons bien, ne libérait l'avenir de toute inquiétude. Mais où sont les constitutions qui dispensent de toute vigilance? Au jour même de 67, quelques esprits clairvoyants ne se le cachent point. La Constitution canadienne en son entier, comme en ses articles 91, 92, 93, 133, articles essentiels à la vie d'une province comme le Québec, restera sujette en définitive à l'interprétation du Parlement fédéral, c'est-à-dire d'une majorité anglo-canadienne et protestante. Antoine-Aimé d'Orion, qui, comme bien d'autres, vient de vivre la période de l'Union, confesse ses appréhensions. L'expérience démontre, ose-t-il risquer devant le Parlement de 1865, que les majorités sont toujours agressives et il n'en saurait être non plus autrement dans le cas actuel. Était-ce danger illusoire? Les règles, les normes de la jurisprudence constitutionnelle seraient-elles les mêmes et pouvaient-elles l'être entre les 2 principaux associés? Entre juristes latins, logiciens impénitents, enclins à s'accrocher au droit écrit, d'une foi absolue au texte, aux principes et aux déductions logiques, et juristes anglo-saxons, réfractaires aux théories, inhabitués au droit constitutionnel écrit, ne s'en référant qu'à la coutume, aux usages des précédents, n'accordant confiance qu'à leur empirisme résolu, comme naturel, et par-dessus tout, ne confondant jamais legal powers et constitutional rights.
Ces deux esprits, avec leurs oppositions foncières, ne les voit-on pas déjà plus ou moins en conflit à la naissance même de la Confédération? Quelle différence dans la pensée et dans les discours de quelques-uns au moins des futurs associés. Tant d'aveugle générosité, tant de naïf optimisme en face d'un réalisme si froid, si calculateur, si obstiné. D'un côté, une franche volonté d'égalitarisme juridique, le respect des droits de tous, comme disait Cartier, et cette persuasion non moins puérile d'un Hector Langevin et d'un Darcy Maggie que la moindre violation du pacte constitutionnel ferait s'abattre avec colère sur la tête des persécuteurs le bras justicier du pouvoir fédéral. De l'autre côté, et nous voulons dire ici les associés du Haut-Canada, que de réticence, que de marchandage, quel penchant aux concessions plus unilatérales que mutuelles. Quand, par exemple, il semblait d'élémentaire justice d'accorder égalité de droits scolaires à chacune des minorités du Haut et du Bas-Canada, et par conséquent d'étendre à la minorité catholique du Haut le traitement de faveur déjà accordé à la minorité protestante du Bas, quelle opiniâtre résistance, aussitôt déclenchée dans le Haut, résistance qui, à la fin, empêchera d'améliorer la situation de la minorité catholique. Se fut-on alors donné la peine d'observer les choses d'un peu plus haut et d'un peu plus loin, que de mécompte la Fédération aura pu faire appréhender par son seul et son laborieux enfantement? Où placer l'espoir d'un généreux esprit d'entente, de solidarité ou de fraternité entre ces jeunes États, pour la plupart si étrangers les uns aux autres, dont la majorité n'accepte de se fédérer que faute de mieux et qui, à la fin, ne se rendent qu'à bout de résistance? Nous le disions plus haut, à la naissance de la Confédération canadienne, c'est là l'élément tragique. Un historien anglo-canadien, M. Reginald George Trotter, a pu intituler un chapitre de son ouvrage, Canadian Federation, Battle for Acceptance. Le projet est si peu populaire qu'en aucune province, les gouvernants n'oseront se risquer à un plébiscite, non plus qu'à la consultation de l'électorat. Dès les premières heures, l'opposition s'élève, décidée, ferme, parfois bruyante. Une seule province, le futur Ontario, se déclare satisfait. Les répugnances assez vives du Bas-Canada nous sont connues. La résistance se manifeste plus éclatante dans le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et quelques années plus tard dans la Colombie. La Nouvelle-Écosse se cabre avec des accents de révolte. Pour mater ces oppositions acharnées, il faudra de puissantes interventions. Dans le Bas-Canada, sans l'appui de la hiérarchie, a écrit, non sans vérité, un historien anglo-canadien, la Confédération n'aura pu s'accomplir. Ailleurs, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Colombie, dans l'île du Prince-Édouard, le gouvernement impérial, en collusion souvent avec les autorités canadiennes, se chargera de mettre à la raison les récalcitrants, déplaçant et même cassant au besoin les lieutenants-gouverneurs trop tièdes ou trop indiscrets. Ainsi, à la naissance de la Confédération, ne cherchons nulle part le remous puissant qui aurait soulevé, poussé les uns vers les autres les petits peuples. Le ciment moral n'y est pas. C'est pourtant dans la compagnie de ces jeunes États, la plupart rassemblés de force, que le Canada français devra se tailler sa place, vivre désormais sa vie, que de problèmes et de heurts en perspective. Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et au même poste.